Bonjour, bonjour et bienvenue à ce nouveau live de No Code for Good, donc ce retour d'expérience qu'on fait tous les mois pour parler de l'impact concret de No Code for Good. Je suis Product Manager, je suis Angeline, donc PM de No Code for Good et je suis avec Quentin qui est notre lead dev. Quentin qui est aussi Product Builder par ailleurs et qui donne des formations sur le no-code, sur les outils no-code, je devrais dire plutôt. Et bonjour Stéphane, qui vient d'arriver. Alors, du coup, je vais commencer par dire quelques mots sur No Code for Good en attendant que les personnes arrivent un peu. No Code for Good, je rappelle, on est une plateforme qui permet à des projets à impact positif, social, sociétal et environnemental qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances techniques, de trouver une solution à leurs problèmes digitaux. Et donc, pour ça, donc je vais donner un exemple. Par exemple, ça peut être une association, ou pas forcément, on ne s'adresse pas que à des associations, on n'est pas du tout bloqué sur la structure juridique. Mais typiquement, un projet qui a un impact positif, eh bien, ils peuvent avoir beaucoup de contacts. Ils ont par exemple des fichiers de leurs bénéficiaires, de leurs adhérents, de leurs partenaires. Donc, du coup, c'est un peu la danse des fichiers Excel. On en a beaucoup qui viennent frapper à notre porte comme ça. Et là, on est en mesure de les aider à se faire ce qu'on appelle un CRM, pour ceux qui connaissent ce produit, qui est en gros un outil digital qui va permettre de rassembler tous ces contacts et d'y avoir accès d'une manière bien organisée et bien plus pratique qu'avec un enfer de fichiers Excel. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on fait à No Code for Good. Comment est-ce qu'on le fait? On le fait grâce à la communauté de développeuses et de développeurs solidaires qui sont avec nous et qui aident ces projets. Alors, tiens, Quentin, tu peux peut-être dire deux mots là-dessus. C'est quoi l'intérêt de s'adresser à une développeuse ou à un développeur no-code? Pourquoi est-ce que finalement, je ne pourrais pas juste, moi, prendre Airtable et essayer de me faire un CRM toute seule sur un coin de table? Alors c'est assez simple, c'est parce que même si le no-code c'est très très accessible, c'est aussi très très facile de faire des erreurs qui peuvent coûter au développement et qui peuvent nous mettre en retard ensuite quand on va faire des améliorations ou nous bloquer. Le mieux c'est de s'adresser à un développeur qui s'y connaît, pas forcément pour la production, ça peut être aussi juste pour nous donner des conseils ou des points à surveiller quand on veut lancer quelque chose, pour être sûr qu'on ne part pas dans le mauvais sens dès le début. C'est très important de penser à son projet quand on vient voir le développeur aussi, pour que il n'y ait pas tout ce travail à réfléchir à tous les angles morts qui auraient été oubliés. Au plus vous lui donnez d'informations et au plus il sera capable d'être efficace sur le travail que vous allez lui demander. Exactement. Donc, vraiment très important de cette possibilité qu'on donne à des projets qui n'ont pas de connaissance des outils, de venir et d'avoir accès à des personnes qui sont expertes des outils, qui sont expertes de leur utilisation et qui vont pouvoir conseiller pour choisir les outils, pour les utiliser correctement et aussi, pourquoi pas, pour monter en compétence dessus. Nous, c'est quelque chose auquel on croit très fort. On fait beaucoup d'empowerment, si je puis dire, avec les outils no-code. Donc, c'est vraiment une possibilité aussi pour ceux et celles qui ont envie d'apprendre à utiliser les outils et de devenir autonomes. Alors, le retour d'expérience. Bonjour Olivier, bonjour Xavier, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui arrive. Ce retour d'expérience qu'on fait tous les mois, l'objectif, c'est aussi de montrer concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec des outils no-code. Et donc, tous les mois, on reçoit un projet et on reçoit une développeuse ou un développeur qui vont pouvoir nous montrer leur collaboration. L'idée, c'est de montrer qu'est-ce qu'on peut arriver à faire et de répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment fait pour ça. Et puis, on va expliquer tous les termes techniques. Donc, faut pas avoir peur de la technique. Ici, c'est pas du tout un espace qui est réservé aux pros. Même si on a des pros qui sont avec nous, il y en a déjà qui sont là dans le stream. Et alors, aujourd'hui, ça va être l'arroseur arrosé, puisque, en l'occurrence, le projet qui a reçu de l'aide, eh bien, c'est nous, c'est No Code for Good. Charité bien ordonnée commence par soi-même, si je puis dire.
Et on a eu la chance de pouvoir se faire aider par Mathias Boulanger, qu'on va accueillir et qui va pouvoir, avec nous, faire cette démo de comment notre vie a changé en matière de communication. Bonjour, Hello bonjour tout le monde. Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour Joël, bonjour Quentin. Alors, écoute, on est ravis de pouvoir t'accueillir, Mathias, puisque c'est vrai que tu nous as rendu un énorme service et donc du coup, on a à cœur de pouvoir faire profiter tout le monde de ce que tu nous as permis de faire. Et donc du coup, on va pouvoir rentrer un peu dans le détail. Alors bon, je vais tout de suite quand même dire le sujet. Ça concerne la communication, en fait, de No Code for Good. On est une petite structure 100% bénévole, je le rappelle. Et donc, on a peu de moyens, on a un énorme besoin de communication et très peu de moyens pour le faire. Et donc, c'est là-dessus que tu es venu nous dépanner. Donc, on va voir un peu plus précisément quel était notre problème et comment tu l'as résolu. Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse te présenter un petit peu. Alors, peut-être commencer par le fait que tu es un passionné d'innovation. D'ailleurs, c'est comme ça que tu te définis souvent toi-même. Et bien que tu sois finalement assez jeune, tu as déjà plusieurs aventures entrepreneuriales à ton actif, avec Vitipact, avec Lead Up Agency, avec Bumps. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un mot là-dessus ? Alors oui, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'innovation en général. À chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent, j'aime bien jouer avec, essayer de comprendre les limites et essayer de créer des choses avec. C'est vrai que dans le no-code et dans l'IA, on a une évolution qui est tous les jours, on a des nouvelles choses. Donc c'est vrai qu'on veut toucher un petit peu à tout. On ne peut pas tout essayer, mais dans l'ensemble, j'aime bien faire un peu ça. Et oui, c'est vrai que j'ai eu certains projets. Là, LeadUp est en train d'être relancé. C'était une agence marketing. Maintenant, j'essaie de la mettre du côté de l'IA et du no-code pour justement aider des entreprises, aider aussi des gens à peut-être justement comprendre un peu plus le no-code, l'IA, voir comment ils peuvent l'appliquer pour eux-mêmes. Parce que je pense que même si des entreprises veulent le faire, je pense que même en perso, il y a beaucoup de petites utilisations qu'on peut avoir qui sont assez cool. Et oui, j'ai eu la chance aussi de faire d'autres projets avec des amis, participer aussi dans d'autres entreprises dans différents sujets comme product manager aussi. Donc, ouais, complètement. Alors aujourd'hui, donc, tu es par ailleurs product manager pour Qobuz. On peut le définir comment? C'est une sorte de Deezer pour les geeks de la musique? Alors, ça a été fondé en tant que première plateforme qui permettait de la musique en haute qualité, donc la qualité high-res pour les connaisseurs. Et aujourd'hui, on essaie justement de permettre à tout le monde d'y accéder sans être élitiste. Mais c'est sûr les gens qui vont venir vers nous sont des gens qui s'y connaissent un petit peu en musique, qui connaissent déjà un peu les types de qualité et qui ont peut-être déjà un matos qui permet d'écouter cette qualité-là. Même si dans l'ensemble, aujourd'hui, on a envie d'aller vers tout le monde et aussi pouvoir apprendre avec eux et leur enseigner aussi tout ce qui peut être fait et les qualités qui existent. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas, même moi avant, ne connaissais pas les qualités qu'il y avait, vu qu'on est tous sur Spotify et que c'est ceux qui font le plus de bruit. Je ne savais pas et c'est vrai que c'est assez cool d'apprendre un peu tout ça. Et donc oui, c'est des passionnés de musique qui mettent en avant beaucoup de musique. Il y a de l'algorithme, mais il y a aussi beaucoup d'humains derrière qui fait la sélection. Donc il y a un peu de tout, c'est assez convivial et assez cool. Top, top. Bon, pour le coup, pas le type de produit qu'on peut faire avec des outils no-code. Mais on peut faire beaucoup de choses avec les outils no-code. Donc, toi, tu es inscrit sur la plateforme No Code for Good en tant que développeur. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on est venu te chercher à la base. Moi, je suis notamment venue te chercher parce qu'on se connaît de par notre formation. On a fait la même formation de product manager. Et puis, je pense aussi qu'on partage un intérêt pour le développement personnel. Moi, en tout cas, j'ai découvert beaucoup d'applis grâce à toi que j'utilise encore tous les jours.
Par ailleurs, ce que j'aime beaucoup, qui est très intéressant quand on interagit avec toi, c'est que tu es trilingue et donc tes références sont toujours en 3 langues. C'est-à-dire qu'avec toi, c'est le français, l'anglais et l'espagnol. Et donc, ça concerne aussi ta veille de la tech, ton intérêt pour les applis. Tu regardes toujours en 3 langues, ce qui est vraiment intéressant. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot là-dessus sur qu'est-ce qui fait que tu as vadrouillé comme ça entre l'Argentine, Montpellier et Paris? Bien sûr, oui. Donc, dans mon cas, moi, je suis né en France, mais vu que je viens d'une famille qui est franco-argentine, j'ai vécu pas mal de temps en Argentine et je suis revenu après en France pour faire mes études. Donc, depuis le début de mes études jusqu'à maintenant que je commence la vie professionnelle, je suis en France. Et vu que j'ai toujours été dans les différents types de contenus, que ça soit de l'espagnol et du français depuis que je suis tout petit, et dès que j'ai commencé à comprendre l'anglais vers mes 12-13 ans, j'ai commencé aussi à apprendre dessus. Aujourd'hui, j'essaie de prendre des informations, toute ma veille est dans les 3 langues, justement pour profiter du fait qu'il y a des créateurs partout. Et vu que c'est des langues qui sont très, 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 très parlées, on arrive à avoir des créateurs spécialisés dans tout. Et je trouve que c'est assez cool, ouais, de pouvoir comprendre un peu différents genres, même si, bon, on se limite aussi à d'autres créateurs vu qu'on ne connaît pas toutes les langues, mais c'est vrai que c'est un vrai plus de pouvoir comprendre et de pouvoir aller faire une veille sur d'autres langues, parce qu'on ne trouve pas toujours les mêmes outils. Et même, il y a des no-codeurs ou aussi des fondateurs d'entreprises qui fondent au début leurs outils que pour une langue, vu qu'ils débutent sur ça et ils ne mettent pas toujours en anglais. Donc, ça permet aussi d'apprendre et de trouver des nouveaux outils qu'on ne pourrait pas trouver peut-être forcément en français ou dans une autre langue. Complètement, complètement. Alors, du coup, pour parler de No Code for Good, qu'est-ce qui t'a intéressé avec cette plateforme? Est-ce que tu as eu d'autres collaborations à part nous? J'ai pas encore eu d'autres collaborations avec d'autres entreprises, vu que ces derniers temps, ça a été un peu compliqué dans le côté perso et côté pro. Mais j'ai pu faire un tour de certains projets qui sont assez intéressants, qui me motivent à justement pouvoir les contacter et les aider. Et en fait, ce qui m'a bien plu de ce que tu as pu me présenter en tant que No Code for Good, c'est vraiment cet aspect de pouvoir aider des entreprises qui n'ont pas aujourd'hui forcément les moyens de mettre certains processus en place d'IA, de no-code, d'automatisation, et pouvoir les aider déjà d'un côté solidaire. Je trouve que c'est une très bonne approche pour justement aussi permettre que tout ce mouvement no-code et IA puisse aussi non seulement toucher les entreprises qui ont beaucoup d'argent, mais aussi des entreprises qui ont aussi besoin, mais pas forcément les moyens. En tout cas, nous, tu nous as grandement aidés et donc on va se plonger dans ce sujet pour voir un peu quel était le problème et puis ensuite on passera aussi à la démo puisque là, pour le coup, il y a eu des outils qui ont été utilisés. Alors, peut-être pour parler un petit peu du problème d'abord, nous, en fait, comme je l'ai dit, on est une équipe 100% bénévole, donc peu de moyens humains, mais on a un gros besoin de communiquer. Donc, en fait, on a un besoin de communiquer pour 3 raisons. Le premier, c'est qu'on souhaite valoriser les no-codeuses et les no-codeurs de notre communauté, qui sont, je veux dire, sans cette communauté, on ne peut rien, on n'a rien à proposer au projet. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir les valoriser, de pouvoir les attirer, de leur donner envie de participer à la plateforme. Le deuxième point, c'est de se faire connaître auprès des projets, d'autant plus que nous, on aspire notamment à toucher des cibles qui sont éloignées de la tech, donc qui ne sont pas forcément proches de la communauté, notamment de No Code France, qui est notre communauté un peu de cœur à la base, je dois dire. Donc, on a cet enjeu-là. Et un troisième enjeu dans lequel beaucoup d'associations, beaucoup de projets à impact positif, et j'ai envie de dire des projets à impact autre que positif, pour le dire comme ça, pourront se reconnaître aussi,
c'est le besoin d'avoir des soutiens ou en tout cas de trouver des moyens de se faire financer. Donc ça, pour ça aussi, pour nous, on a vraiment un besoin de communiquer et de montrer notre impact. C'est la raison pour laquelle on fait tous les mois ce retour d'expérience, donc qu'on appelle RETEX en interne, enfin selon l'expression consacrée. Et c'est vraiment important pour nous de faire ce retour d'expérience puisque c'est vraiment là qu'on peut voir l'impact concret en fait de l'action de No Code for Good, comment concrètement No Code for Good arrive à faciliter la vie à ceux qui veulent changer le monde, le rendre plus sain, plus juste, si je résume ça comme ça. Donc, si je décris l'avant de comment on est arrivé à Mathias, la situation, c'est ça. C'est une petite équipe débordée qui peine à faire tous les mois son live sur Twitch, qui, dans le meilleur des cas, arrive à faire un post LinkedIn pour l'annoncer. Et ensuite, littéralement, on tombe à la renverse, on n'en peut plus. Mais le souci, c'est que tout le monde n'est pas là pour voir ce live, même s'il y a un replay sur YouTube. Le fait de ne pas utiliser ce contenu pour toucher un public plus large, ça rend nos efforts de communication un petit peu inefficaces. Alors, on va passer à la solution, mais juste avant, je vais partager un petit whimsical. D'ailleurs, Mathias, c'est ce que je t'ai montré au début. Quand j'ai commencé à t'en parler, très vite, on a couché ça sur le papier, enfin sur l'écran en l'occurrence, pour essayer de clarifier un peu concrètement qu'est-ce que c'était qu'on attendait. Donc, on peut voir ici, donc, on est sur cette modélisation. Comme je l'ai dit, les objectifs, on en a parlé. Donc, on va avoir on va avoir 3 étapes. Donc, une étape avant le live Twitch, donc avant le stream, une étape qui est le live lui-même, et puis ensuite, on aura l'après. Donc là, à chaque fois, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a 2 couleurs, enfin en fait, là, 3 couleurs, je suis en train de voir. Il y en a une qui est rose, qui correspond au travail manuel. Il y en a une qui est bleue, qui correspond à ce qui nous a changé la vie. Et puis, le vert, c'est la publication. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans la première étape, il y a tout un travail manuel important qui doit être fait pour préparer ce live, c'est-à-dire identifier les invités, s'informer sur eux, se mettre d'accord, préparer tout le contenu qui est présenté chaque mois. Ce travail-là, il doit être annoncé. Donc, cette émission, elle doit être annoncée. C'est ce qui fait qu'on a plusieurs posts de prévus sur LinkedIn. Autant vous dire que ces posts voyaient rarement le jour avant que la couleur bleue arrive dans notre vie. Ensuite, donc, on a le stream lui-même. Donc, on est un peu dedans. Et puis, on a une phase post-stream où là, ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir du moment où on récupère la vidéo YouTube de notre live, on va produire 3 types de contenus. Ces 3 types de contenus, ils sont dans les 3 carrés que vous voyez à droite. On ne va pas trop rentrer dans le détail parce que ce qui est important, c'est juste de voir qu'il y a 3 carrés pour 3 types de contenus. Ensuite, une étape rose ici qui est la validation. Donc là, je rassure tout le monde tout de suite. On ne balance pas direct des choses sans être repassé dessus. Et puis, ça passe au vert à la publication. Et simplement, pour détailler ces 3 types de contenus qu'on va produire, il y a un type de contenu qui va concerner les développeuses et les développeurs, où on va parler des développeuses et des développeurs qui ont aidé un projet. Un autre type de contenu qui va être plutôt les actus de No Code for Good. Donc, aujourd'hui, en l'occurrence, on n'en a pas, mais d'habitude, on commence toujours en rappelant les actus de No Code for Good. Et un 3e type de contenu qui va concerner les projets proprement dit et expliquer un peu c'était quoi leur problème, pourquoi ils sont venus et en quoi on les a aidés. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus, sur ce besoin de produire ce type de contenu que Mathias a pu nous aider. Et là, on va pouvoir aller voir concrètement
Mathias, je te redonne la parole et tu vas pouvoir nous dire un peu qu'est-ce que tu as fait avec ce whimsical que je t'ai donné. Alors, oui, je me rappelle qu'on était parti quand on avait pu commencer à discuter, comme tu disais, grâce au fait qu'on avait fait la même formation. On avait commencé à discuter un peu des besoins que vous aviez avec No Code for Good. Et je me rappelle qu'au tout début, on était parti plutôt à commencer par ce que vous faisiez après ce stream-là. Donc, la première chose que je m'étais dit, c'est vu que moi j'utilise une extension que si des gens vous veulent bien sur le live, je pourrais la partager. J'utilise une extension qui me permet à chaque vidéo YouTube d'avoir tout le transcript en un seul clic de la vidéo. Et donc, c'est vrai que vu que je suis quelqu'un qui aime bien avoir des résumés de certaines vidéos que je vais aller regarder, je me suis dit, ça serait intéressant de faire un peu la même chose avec les vidéos No Code for Good. Ce qui permettrait, en ayant ce transcript-là, c'est d'ensuite pouvoir créer des posts en donnant tout ce contexte-là à une IA. Et donc, au tout début, je me suis dit, je ne sais pas si on commence par l'ordre chronologique de comment on a fait le projet ou si c'est plus logique pour tout le monde de faire l'avant, le pendant et l'après. Fais comme tu l'as construit, t'inquiète pas. On Les part gens suivront. Donc, on partait donc d'une vidéo YouTube. Et donc, je me suis dit, OK, on a le lien. De ce lien-là, ça serait intéressant de pouvoir, grâce à une simple automatisation, donc, vu que j'avais beaucoup joué avec Make, j'avais certaines bases solides sur Make, je me suis dit, on va faire tout sur Make. J'ai trouvé une API en ligne qui permettait de récupérer très rapidement tout un transcript avec justement les différentes les temps, donc à quel moment on disait telle chose, et avoir plusieurs informations qui nous permettaient de savoir, d'avoir en fait une belle structure du transcript de la vidéo. Et de là, partir justement sur différents types de bulles ChatGPT qui nous permettraient d'avoir les différents types de posts qu'on voulait créer. Donc, dans notre cas ici, si tu veux, on peut montrer directement le post Twitch sur Table. Donc, on partait justement d'un lien qui va trigger justement notre automatisation en seulement remplissant le lien, qui va nous redonner donc le transcript. Et grâce à ce transcript, on va pouvoir avoir un premier résumé. Donc, ce résumé, donc il y a un prompt qui a été fait pour justement pouvoir avoir une sorte de petit récap facile. Si tu veux, on peut montrer un peu, je ne sais pas si c'est faisable de montrer un petit peu. Donc, on avait structuré par catégorie, où on avait donc en premier les actualités. Ensuite, on avait un peu la description du projet avec des citations, expliquer un peu ce qui avait été fait, avec les impacts et les différents points qu'il peut y avoir, la porteuse de projet, et plus en bas, on parle un peu de la no-codeuse ou no-codeur du projet. Avec tout ça, ça permet d'avoir une structure qui est quand même assez concrète, et la collaboration, pardon, assez concrète pour qu'ensuite, quand on va envoyer ça à l'IA, lui, il peut plus ou moins déjà avoir certains blocs où il va aller justement prendre ces informations pour pouvoir faire les différents types de posts qu'on veut faire ensuite. Donc ici, on s'était dit qu'on allait faire donc 3 posts ensuite pour LinkedIn. Et j'expliquerai après un petit peu la partie automatisation pour le poster. Mais si tu veux, sur Make, on peut montrer un petit peu ce que ça donne, cette automatisation donc, de post-stream. Donc peut-être juste pendant qu'on attend que Make arrive, bon bah Make le voilà, peut-être juste expliquer que du coup la solution qu'on a, qui est une solution qui permet, donc on l'a compris, hein, à partir d'un contenu vidéo et de la préparation de cette vidéo, de produire
de multiples contenus qu'on va pouvoir utiliser sur LinkedIn, sur le site web de No Code for Good et dans une newsletter. Donc, je crois 7 ou 8 contenus qui sont produits au total. En plus, eh bien, cette solution-là, elle va reposer sur un triptyque, c'est-à-dire qu'on va avoir d'une part une base de données. Pour ça, on utilise un outil qui s'appelle Airtable. Donc, le Airtable, c'est un peu, comment dire, la tour de contrôle d'où tout part. Cette base de données, elle est câblée avec un outil d'automatisation. C'est ce que va montrer Mathias maintenant. Et en fait, et c'est tout, je crois, Mathias. En fait, c'est Airtable et Make. Pourquoi je parle on a une question intéressante de Xavier, c'est si on a pensé à utiliser une IA qui serait gratuite pour éviter les coûts d'utilisation d'OpenAI. Pour l'instant, en fait, on s'est dit qu'on allait faire au plus simple pour faire le MVP de notre automatisation un peu. Et comme moi, personnellement, je connais que ChatGPT et que pour Mathias aussi, ça a été plus simple de travailler sur ChatGPT pour la mise en place de l'automatisation, on a commencé par ça. Maintenant, si Xavier, tu as des références à nous donner qui seraient intéressantes à mettre en place à la place, on est preneur et on est prêt à faire l'amélioration quand le moment viendra de l'automatisation. Alors ça, justement, j'allais en parler, donc je vais le dire tout de suite. Il y a une possibilité qui est notamment de faire les choses sur N8N. N8N qu'on peut installer localement, et donc on a la possibilité de faire un peu la même chose que ce qu'on a fait là, mais gratuitement avec N8N. Moi, je recommande d'aller voir du côté de Antonin Jouvel et de Sacha Pachoutinski, qui a la chaîne Apprendre le no-code, qui ont travaillé sur des scénarios similaires à ce qu'on a fait nous, mais avec N8N. Donc, c'est une possibilité. Cela dit, nous, on n'a pas d'argent à No Code for Good, donc clairement, on est tout le temps en train de chercher le moins coûteux possible. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on ne fracasse pas le budget, non? C'est une des premières questions que je vous ai posées, Quentin et Mathias. Non, vu que ça reste quand même 6 postes par mois, on n'est pas non plus sur de la grosse consommation de ChatGPT. Après, on peut toujours, si on trouve moins cher et qu'on arrive à le faire fonctionner, allons sur moins cher. Il n'y a pas de question. Et là, on est sur du combien en termes de coût? En fait, on parle de quoi? On parle de même pas quelques euros, quoi. On n'est même pas sur quelques euros par mois, là. Ah non. Je ne l'ai même pas chiffré, j'ai pas les chiffres, mais non, on est loin de ça. Sur le test, on a peut-être consommé un peu parce qu'il fallait faire plusieurs fois, tester plusieurs fois, mais sur le fonctionnement de 6 postes par mois, normalement, on n'y est pas. On n'est sans doute pas à l'euro par mois. Pardon. Voilà, donc moins d'1 euro, en sachant que Airtable, c'est déjà un outil qu'on utilise de base. Voilà. Et puis Make, on a un petit abonnement. Quentin, je ne sais pas à combien est notre abonnement sur Make. Je crois qu'on doit être à 10 ou 20 euros, un truc comme ça. D'accord. Bon, Make, c'est pareil, c'est un outil qu'on utilise de toute façon. Donc, ce n'est pas cette solution-là qui est venue plomber les comptes. Donc, vas-y, Mathias. Oui, donc pour expliquer un peu l'automatisation complète, donc là, on va avoir un trigger donc, au tout début qui, lui, va venir depuis Airtable grâce au fait qu'on a mis donc, ce lien YouTube. Ensuite, le webhook qui vient juste après va permettre… le premier webhook va donner à Make l'ID donc de la ligne Airtable qu'on a créée, donc c'est celle qui a reçu ce nouveau lien YouTube. Donc grâce à cet ID, on va le passer à ce deuxième webhook qui lui va permettre à Airtable ensuite d'aller récupérer toutes les informations à l'intérieur de cette ligne. Donc au début, on va avoir besoin que du lien, mais vous allez voir qu'ensuite, sur les différentes bulles qui vont venir après, on aura besoin d'autres informations, des prompts, des résumés, etc. Donc là, le HTTP, c'est justement le call API qui va nous permettre, grâce au lien YouTube, de récupérer un transcript qu'on va passer dans un JSON pour justement le structurer un peu mieux et d'avoir les différentes informations qui vont nous intéresser. Par exemple, comme les temps
Donc, à quelle minute j'ai dit telle chose, structurer un peu le tout. Donc, la première branche qui va vers le haut, ça nous permet de structurer bien le transcript et de recevoir le transcript sur Airtable. On a mis la petite tool en haut parce que vu que l'API est anglaise, elle ne reconnaît pas les apostrophes en milieu de mots, donc il fallait on nous donner un petit code. C'était juste le fait de changer le code pour bien le recevoir. Ensuite, donc, en partant vers le bas, les éléments vidéo, ça va être le petit résumé qu'on a expliqué avant. Et grâce à ce résumé, on va pouvoir avoir donc le post 1, le post 2 et le post 3 qui vont avoir à l'intérieur plusieurs informations. On va leur donner le résumé, on va leur donner le transcript et on va leur donner le prompt pour qu'ils comprennent ce qu'on veut. Et grâce à ça, on va recevoir donc les différents outputs qu'on aura ensuite justement sur Airtable. Donc, si tu reviens sur Airtable, c'est justement ça. Donc là, post 1, post 2, post 3, c'est ce qu'on reçoit ici. Voilà on peut préciser aussi que pour l'API, pour le transcript, on a utilisé Rapid API que tu nous as conseillé parce que ils ont un certain nombre de tokens alloués gratuitement par mois, et vu qu'on a une petite consommation, ça nous permet de rester sur la partie gratuite pour la génération du transcript. C'est ça. En fait, l'API permet 20 calls mensuels gratuitement. Donc, on s'est dit que c'était une bonne option et que dans tous les cas, aujourd'hui, on n'en faisait que 1. Et dans le pire des cas, si on a besoin d'en faire 2, 3 ou 4 parce qu'il y a eu des erreurs, on sait que ce n'est pas ça qui causera problème à la fin. Donc, au moins, c'était une façon gratuite de faire les choses. C'est ça. Un autre truc qui est intéressant aussi, c'est de parler ça pourrait être de parler de où sont les prompts de ChatGPT. Est-ce qu'on les a dans les modules ChatGPT? Alors justement, comme on pourrait le croire et qu'on ferait d'habitude, c'est vrai qu'il y avait un besoin qui était peut-être différent que d'autres types de boîtes. Dans le cas actuel, c'est vrai que Angéline, qui n'a pas forcément toujours l'accès à Make, voulait pouvoir garder une possibilité de pouvoir modifier les prompts à n'importe quel moment quand elle était en train de faire des posts. Donc, ce qu'on s'est dit que la solution à ça, c'était donc d'avoir sur Airtable, directement avoir un onglet où on aurait donc tous les prompts. Donc ici, on a donc, un onglet qui s'appelle Prompt avec les différents prompts pour les titres et descriptions de YouTube, les prompts de YouTube, les différents types de posts LinkedIn et le résumé. Donc à l'intérieur, on va avoir directement tout. Et donc, dans l'onglet de Retex, où on aura donc toutes les autres informations, ce qu'on a mis en place, c'est seulement le fait de faire des appels à cette ligne-là de prompt, grâce au fait qu'on choisit les informations qui viennent de l'autre onglet. Donc, ça nous permet ça permet à Angéline de garder une certaine marge de manœuvre quand elle veut justement faire des changements, sans forcément avoir besoin d'un accès partout. Et donc, ça permettait justement d'avoir cette liberté-là pour nos Code for Good. Alors ça, c'est vrai que c'est une question très importante, cette question des prompts, et c'est une question qu'on voulait aborder aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'avec l'IA, on produit de plus en plus de contenu à tel point, donc généré par les IA, à tel point qu'il y a des personnes qui s'interrogent et qui s'inquiètent, et à mon avis à juste titre, sur un assèchement en fait en termes de créativité d'Internet, puisqu'on ne fait plus que produire avec des LLM pour les nommer. Donc, du coup, la manière dont on a abordé cette production de contenu, donc on l'a dit, il y a une automatisation qui fait qu'à partir d'un travail manuel qui est la préparation de cette émission, de ce live, et ensuite de ce live qui est aussi un travail manuel, puisque là, on est tous en train de produire ensemble ce contenu, si je puis dire, eh bien, d'utiliser ça comme tremplin pour ensuite produire différents types de contenus dont on a besoin sur 3 thèmes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure.
Et donc, avec Mathias, on a vraiment commencé un travail qui n'est pas fini, mais on a commencé sur ces prompts, puisque, bien sûr, voilà, il y a cette expression de garbage in, garbage out, qui veut dire vous mettez une poubelle dans votre machine va vous sortir une poubelle. Donc là, pour contourner ça, la clé, c'est bien sûr d'avoir des prompts de qualité. Et Mathias, donc, qui a un background de marketing, moi j'ai un background de production de contenu éditorial, mais ça a été vraiment intéressant de travailler avec Mathias, qui a un background de marketing, parce que finalement il y a deux choses en fait qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a une chose qui est comment est-ce qu'on fait un contenu de qualité et comment est-ce qu'on donne les indications dans le prompt pour qu'il nous fasse un contenu de qualité. Par exemple, une des choses qu'on a dit très tôt, c'est à ChatGPT, on lui a bien dit, n'invente rien, ne va pas chercher des choses à droite et à gauche. Nous, ce qu'on voulait absolument pas, c'est qu'il aille phosphorer et inventer des trucs. On voulait qu'il se base uniquement sur les recherches qu'on a fait avant, donc l'input qu'on lui a donné, et puis ce qui s'est réellement dit pendant le live. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel Mathias a travaillé, notamment de bien cadrer ChatGPT pour qu'il n'aille pas faire les choses à sa sauce et qu'il reste bien sur les informations qu'on lui donne. Donc, voilà, ça, c'est important. Donc, il y a ce premier point qui est la qualité du contenu. Et puis, il y a le deuxième point qui est d'arriver à parler à la machine. Puisqu'on parle à une machine, voilà, je rappelle quand même que c'est une machine... il faut beaucoup de boulot rien que pour qu'elle fasse la différence entre un oiseau et un chat. Donc là, on est quand même en train de lui demander quelque chose de très complexe. Et là-dessus, Mathias, c'est vrai que toi, tu as fait un travail particulier des prompts. Peut-être qu'on peut regarder ça un peu plus dans le détail et que tu peux en parler. Oui, dans l'ensemble, c'est toujours, on garde surtout une certaine logique dans les prompts. Ça va lui donner un rôle qu'il comprenne dès le début, qu'il va être un expert de la création de contenu, il sait qu'il doit faire du contenu pour une plateforme en spécifique. Il faut que ça soit assez précis pour qu'il puisse déjà savoir où est-ce qu'il doit se poser. Et ensuite, ça va être un peu lui expliquer les différentes tâches qu'il va devoir faire. Donc, par exemple, dans le premier cas, on voulait créer donc un titre et une description. Donc, ça va être en premier, tu vas faire ci, en deuxième, tu vas faire ça. Et après, dans la partie spécificité, ça va être de lui expliquer exactement, peut-être plus en détail, ce qu'on recherche. Et selon les prompts, on va aussi dire je vais te donner ci, je vais te donner ça comme contenu. Faut que tu joues avec ci, faut que tu joues avec ça. Des fois, on va rajouter des règles, comme tu dis. Des fois, on a vraiment besoin que sur un post, on ne peut pas être en train de dire que la personne est née en l'an 2000 si elle est née en 98. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il faut bien gérer les prompts pour qu'on ait le moins d'hallucinations possible et que l'IA ne crée pas du contenu ou qu'il parte dans un sens qui n'est pas celui où on veut aller. Donc, il faut essayer de lui donner une certaine liberté pour qu'il crée du contenu et qu'il ait un peu d'imagination, mais aussi le cadrer pour qu'on n'ait pas du contenu qui n'ait rien à voir avec l'input qu'on lui a donné. Et vu que nos inputs sont assez grands, un transcript complet, on l'a vu, on peut même le voir aussi sur l'Airtable, il y a des transcripts qui sont assez longs, c'est peut-être 1 heure de discuter, donc il y a beaucoup de texte. Et ensuite, si on lui donne ça, plus le résumé pour qu'il comprenne un peu plus, c'est encore du contenu. Et des fois, on lui a donné peut-être des exemples ou des choses comme ça, ce qui fait que ça rajoute beaucoup plus de contenu. Donc, il faut essayer de cadrer au mieux et lui expliquer que chaque chose qu'on lui donne, c'est pour ci, c'est pour ça, et qu'est-ce qu'on attend vraiment à la fin. Donc, oui, il faut essayer de bien jouer avec ça. Et donc, le prompt est assez structuré pour que l'IA comprenne plus ou moins ce qu'on attend d'elle. On a 2 questions qui sont venues. Premièrement, dans le prompt, quel est le format de sortie que tu demandes? Est-ce que tu demandes du texte directement pour qu'il soit utilisé dans la publication? Est-ce que tu demandes du JSON pour pouvoir catégoriser les différentes parties des résultats que tu vas avoir? Comment est-ce que tu as géré cette partie-là? Nous, on a demandé directement du texte parce que c'était assez important et on le verra juste après.
c'est que nous, donc là, il y a des cases qui sont blanches, qui vont être remplies grâce au texte qui va nous être donné par ChatGPT. Et en fait, Angéline va seulement faire un double-clic pour voir l'output de ChatGPT, à la limite faire 2-3 changements. Et vu qu'après, on a fait une automatisation qui permet de faire une publication sur LinkedIn en un clic, on a besoin du texte parce que ensuite, l'automatisation avec LinkedIn se fait directement avec du texte. Donc, on ne lui a pas demandé de JSON, on a fait seulement en texte. Et deuxième question, du coup, est-ce que c'est possible de relancer une partie du flow si par exemple je change mon prompt? Alors moi je peux donner cette réponse à cette question Ouais, vas-y. parce que c'est moi qui ai fait le travail ce matin de modifier un peu au dernier moment et laisser Mathias sur ses appuis pour expliquer l'automatisation. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un bouton. Un bouton magique. Un bouton magique, exactement. Il n'est pas si magique que ça, malheureusement, qui va rappeler mon webhook. Donc, c'est sur la partie pré-live Twitch et post-live Twitch, qui sont deux automatisations différentes déjà, qui va me permettre de régénérer des posts et du coup de trigger manuellement un peu mon webhook. Le seul défaut qu'il y a pour l'instant et qui en effet pourrait être amélioré, c'est que sur notre automatisation post-Twitch, on a aussi toute la partie transcript qui pourrait être prévalidée et il nous la referait quand même. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est soit de rajouter soit un filtre au niveau de notre transcript en disant si le transcript est OK, valide l'action, passe à l'étape suivante. Ou pareil, si un des 3 postes est OK, le refait pas, fait que les 2 postes qui sont pas encore bons. Ça peut être des améliorations qui sont à faire plus tard, mais pour l'instant on a quand même la possibilité, si jamais on fait des modifications de prompt, de relancer le scénario, pour l'instant à partir du début. Mais en effet, une séparation de certaines parties des scénarios pourrait être faite ensuite pour améliorer les process. Carrément. En fait, de toute façon, notre scénario, il est quand même en fait, on a 2 scénarios. Je ne sais pas si on l'a précisé ça, mais on a le scénario pour avant le stream, pour générer des posts LinkedIn, pour annoncer le live. Et puis, on a un autre scénario pour après le stream. Donc, chacun a son bouton magique. C'est bien ça, Quentin? C'est ça. Les 2 automatisations ont leur bouton pour relancer les automatisations. Et en plus de ça, donc on a une 3e automatisation qui a commencé à teaser Mathias. Si tu veux bien nous l'expliquer. Si tu veux que je parle en premier de l'après, comme ça, de ce qu'on fait avant, et comme ça, après, on explique tout le final. Parce que du coup, quand on avait fini la partie post, on s'est dit, on va faire le prêt de comment ça se passe avant. Donc, je me rappelle que tu m'as expliqué dans le besoin et comment ça marchait. Vous receviez certaines informations, vous aviez certaines informations de la porteuse ou porteur de projet, de la no-codeuse ou no-codeur, un peu de la collaboration et du projet qui avait été fait ensemble. Donc, on avait 3-4 inputs en tout début. Et grâce à ça, il fallait pouvoir créer donc des différents posts qui permettaient d'annoncer justement ces lives-là. Donc, comme on voit là, donc, dans les 5 bulles qu'on a de ChatGPT ici, on a donc un post N-7, donc une semaine avant, N-2 et le jour même. Et ensuite, la titre et description et post YouTube. Donc, ça nous permettait, donc le titre et description, c'est pour la vidéo. Et le post YouTube, c'était le post qui va être posté justement pour annoncer cette vidéo YouTube. Donc, là, on a un peu le même fonctionnement. Donc, on a un trigger qui est réalisé directement depuis Airtable où on va dire c'est bon, j'ai rempli toutes mes cases. Bam, tu peux lancer le trigger. On reçoit les infos avec donc l'ID de la ligne à nouveau. Grâce à la bulle Airtable, on reçoit toutes les informations dont on a besoin et on va les distribuer selon les besoins avec les prompts et les différentes choses dans les différentes bulles de ChatGPT pour avoir donc justement ces posts-là. Si tu veux, on peut montrer cette partie-là du Airtable pour montrer à quoi ça ressemble. Alors, nous sommes dans le pré-Twitch. Voilà. Donc,
Là, on avait déjà la date du live, la miniature, on avait donc les différentes infos, donc c'est les 4 cases ici, du no-codeur, projet, description du projet, description de la collab. Grâce à ces informations-là, donc on va recevoir le titre YouTube, les descriptions et les différents posts. Donc mon post N-7, N-2 et N0. Et donc, grâce à tout ça, on avait tout ce qui avait été requis avant la publication, ce qui permet donc à Angéline justement d'aller regarder si tout se passe bien, de faire ces petits changements. S'il a besoin de relancer, elle relance. Quand tout est bon, maintenant, justement, on va pouvoir expliquer comment ça marche la prochaine automatisation, qui donc, grâce aux petites bulles que vous avez vues, où c'était déjà écrit posté, mais ces bulles-là qu'on a dans Airtable, on les aurait à valider dès le début. Et ensuite, quand on est prêt à poster, on met Go, ce qui permet de lancer donc l'automatisation sur Make, qui, grâce à un filtre, toutes les différentes branches, c'est pour filtrer donc quel de tous les on va dire, où est-ce qu'on a mis exactement le à poster. Quand on est en Go, on va savoir sur lequel on a mis et ça permet de lancer la bonne ligne. Donc, justement, de faire un post LinkedIn et donc après d'actualiser ce Go en c'est bon, c'est posté, on est good. Donc voilà, publier. Donc, c'était assez important aussi d'avoir cette automatisation-là. C'est pour ça qu'on a fait que du texte pour revenir à justement la question d'avant. Et voilà. Donc, il y a aussi, en revenant vite fait à la partie prompt, une des choses qui était aussi assez importante, c'est que chaque fois qu'on crée une nouvelle ligne, les prompts ne se mettent pas forcément directement dans la nouvelle ligne. Donc, au lieu de à chaque fois devoir sélectionner il faut que je fasse l'appel à l'onglet prompt, etc., on a créé aussi une automatisation sur Airtable qui permet justement on le voit pas, je sais pas si tu es en train de le montrer. Non, je suis sur la mauvaise page. Je repars dessus. Pas de souci. Hop. Donc on a créé donc une automatisation ici, justement, qui donc dans le cas d'Angéline qui a son form avec les différentes informations à remplir, quand ce form-là, il est réalisé, nous, on update un record, donc on crée un record et en même temps, on l'update avec tous les prompts dont elle va avoir besoin. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça nous permet d'automatiser une partie aussi. Et bien sûr, vu qu'on utilise des webhooks dans Make, on est obligé d'avoir notre run script en fin d'automatisation pour pouvoir appeler Make en appelant le webhook. Yes. Donc, voilà un peu les 3 automatisations qu'on a faites. Le début, la fin et comment on publie après les différents posts. Franchement, c'est un magnifique travail et on voit qu'il y a des automatisations dans tous les sens. Déjà, il y a les outils à câbler, il y a Airtable, il y a Make, il y a des automatisations de Make, il y a les automatisations internes de Airtable. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Mathias et Quentin, est-ce que ça vous paraît quand même accessible, c'est-à-dire qu'un projet qui voudrait avoir ce genre d'outils, qu'est-ce que vous lui conseillez d'avoir recours à No Code for Good peut-être pour avoir de l'aide pour le mettre en place, mais à quel point finalement est-ce que c'est complexe ce truc-là à faire? Alors je trouve que il y a une certaine, il y a un peu de tout. Ça dépend beaucoup de comment est la personne qui veut faire ces intégrations-là. Si c'est quelqu'un qui aime bien justement découvrir, qui aime bien être très curieux et qui a le temps, je le forcerai peut-être un peu à regarder de son côté, mais ça prendra du temps. Et ensuite, si c'est quelqu'un avec moins de temps, faire recours à No Code for Good ou à quelqu'un qui s'y connaît en no code, je pense que c'est
la meilleure option. Parce que de notre côté, je me rappelle qu'on a commencé à en discuter vers septembre, je pense. Ça a été assez long. Et bon, même si on n'a pas dédié des 35 heures par semaine à réaliser tout ça, ça a pris du temps entre la compréhension du besoin, aussi des besoins qui ont évolué avec le temps, du fait qu'on a compris qu'il y avait certaines choses qui peuvent être faites, certains échanges qu'on a pu avoir avec Quentin pour faire des améliorations par-ci, par-là, des choses aussi au moment de les implémenter, on s'est rendu compte des limitations. Donc, tout dépend en fait de la personne qui a besoin d'implémenter ce type de choses-là et son besoin. Peut-être que son besoin est différent. Dans notre cas, il y avait ce besoin d'un transcript avec les minutes, avec tout exactement. Donc, il faut prendre le temps d'aller faire des recherches d'API en ligne ou refaire une API interne. Est-ce que la personne a ces compétences-là? Donc, il y a un peu beaucoup de questions à se poser, mais si on n'a pas envie de se poser des questions, c'est mieux d'aller justement aller voir quelqu'un qui s'y connaît déjà pour recevoir des conseils, voir si la personne donne des conseils et après on se débrouille tout seul, ou est-ce qu'on prend et on engage quelqu'un pour nous aider dans ces automatisations-là. C'est ça. Et en plus, un des challenges de cette collaboration aussi, c'était le fait que Mathias n'avait pas accès à notre base Airtable, ni à notre make. Et du coup, la solution, il a commencé à la construire sur son Airtable à lui et sur son make. Les modifications que Angéline venait faire pour Mathias, c'était fait avec des formulaires que Mathias lui partageait pour qu'il modifie sa base, pour qu'elle n'ait pas accès à sa base non plus. Et au final, pour l'intégration vers notre Airtable et notre make, il nous partageait une vue. Il nous partageait des vues de Airtable pour qu'on puisse les intégrer à nos tables et qu'on puisse faire les connexions. Et ensuite, il nous exportait ces blueprints d'automatisation pour que nous, on puisse les importer dans notre make à nous. Et ensuite, on avait à refaire les connexions et à tout reconnecter ensemble. Donc, c'est aussi le challenge et c'est aussi un moyen de montrer que si jamais vous avez une mission chez No Code for Good et que votre client ne peut pas vous donner accès à sa base et à ses outils pour des raisons de sécurité ou toute autre raison, c'est pas la fin de la mission. Il y a toujours moyen, avec les outils no-code, de partager son travail, de commencer son travail de son côté et de l'envoyer. Alors là, on a une blague qu'on ne va pas afficher. Si, moi je l'affiche. Si, ça y est, elle est déjà affichée. Donc, on va arriver un peu à la fin de notre temps. Donc, déjà, surtout merci, Mathias. Franchement, merci beaucoup de nous avoir donné un coup de main. Nous, ça va nous changer la vie. En fait, ça va faire que le retour d'expérience va avoir la deuxième vie pour laquelle il a été conçu, mais qu'on n'a jamais pu lui donner jusqu'à maintenant, faute de moyens. Donc, tous ces exemples concrets de projets qui ont eu des solutions à leurs problèmes digitaux qui leur permettent ensuite de se concentrer sur leur mission, qui est quand même le plus important. On va pouvoir les partager. On va aussi pouvoir faire connaître les développeuses et les développeurs qui font partie de notre communauté, qui sont des personnes avec vraiment des grands talents, des parcours très variés et qui, à chaque fois, font preuve de beaucoup d'ingéniosité et de créativité en plus de leur expertise pour permettre aux projets d'atteindre leurs objectifs. Donc là, c'est ce qu'on a vu avec ce que Mathias a fait pour nous. On va du coup, Mathias, je ne sais pas si tu as un conseil peut-être pour terminer à donner à notre communauté de projets, de nos codeuses, de nos codeurs. Ce que je dis toujours, c'est soyez curieux, testez et arrêtez jamais d'apprendre les différentes choses, parce que pour moi, surtout que c'est la chose la plus importante dans la vie. C'est chaque fois, si on est curieux, on a envie d'apprendre et qu'on teste des choses, on découvre toujours des nouvelles pépites. Et c'est comme ça aussi qu'on se retrouve dans des projets comme ça, qu'on arrive à faire certaines choses qu'on ne s'attendait pas. Et donc, j'aurais dit, voilà, c'est ça, mon petit conseil. Super. Merci pour ce dernier mot. Et puis, Quentin, on va te laisser conclure. Oui, je suis là pour vous rappeler que le live déjà est terminé. On se retrouvera le mois prochain pour peut-être une nouvelle émission.
Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux, sur LinkedIn, No Code for Good, sur la plateforme directement pour nous contacter, peut-être vous inscrire et ou proposer des projets. On souhaite aussi remercier bien sûr No Code France qui nous fournit la possibilité de faire des live Twitch sur leur chaîne. Vous pouvez les retrouver sur le Slack. On a dépassé la barre des 15 000 membres, normalement si je ne dis pas de bêtises, du Slack, et on essaie de la faire monter encore un peu plus parce qu'on adore avoir des passionnés du no-code et pouvoir discuter avec eux en communauté. Et passez une bonne fin de journée et au mois prochain. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.